Et tout de suite, place à notre second débat. La guerre en Ukraine a-t-elle rebattu les cartes au point de pousser les 27 à se doter d'une Europe de la défense? On sait qu'Emmanuel Macron en rêve depuis déjà son discours de la Sorbonne sur l'Europe en 2017. Mais on sait aussi que ce projet est loin de faire l'unanimité chez nos voisins. En attendant, les pays frontaliers de la Russie se préparent au pire, c'est-à-dire à une attaque comme ils le peuvent. Regardez par exemple la Finlande qui partage 1340 km de frontière avec son voisin russe. C'est un reportage de Jonathan Dupriez avec Augustine Penny. Quelque part en forêt, près d'Helsinki, par moins 5 degrés, sac de 30 kilos sur le dos, Samuel et son unité apprennent à s'orienter et à traquer l'ennemi en milieu hostile. Là, on fait une boucle. On doit vérifier s'il n'y a pas de combattants ennemis. Ces exercices en conditions réelles marquent la fin de 6 mois de service militaire obligatoire. Pour le jeune homme de 22 ans, athlète professionnel dans la vie civile, servir son pays était un engagement aussi logique que nécessaire. C'est une étape de la vie. C'est vraiment pas quelque chose qui nous met la pression. On sait qu'on doit servir et du mieux possible au cas où quelque chose arrive. On continue la mission à partir d'ici. Vous allez suivre le bord de la voie ferrée en direction du poste d'observation. Les conscrits comme Samuel intégreront ensuite la réserve. 900 000 hommes mobilisables en cas de conflit. Depuis la guerre en Ukraine, la Finlande, frontalière de la Russie, prépare ses nouvelles recrues à cette nouvelle donne géopolitique. Ce qui s'est passé, la dégradation de la situation sécuritaire en Europe, a changé la vision des conscrits qui font leur service militaire, mais aussi la vision des officiers. On lit la presse, on est plus attentif aux évolutions de la situation. Mais si l'on prend les exercices dans leur ensemble, on se prépare comme on l'a toujours fait. La Finlande, envahie par l'Union soviétique en 1939, n'exclut pas de voir l'histoire se répéter. Alors pour se protéger, le pays historiquement neutre a intégré l'OTAN en avril dernier, une décision radicale soutenue par 80% de la population selon un récent sondage. Je crois que c'était une bonne décision. On aurait même dû la prendre plus tôt. C'est un changement de doctrine majeur pour la Finlande sur le temps long. Depuis la guerre froide déjà, la Finlande se méfie de cet encombrant voisin russe. À 20 mètres sous terre, les bunkers d'Helsinki en témoignent. La capitale en compte 5500 sur 10 millions de mètres carrés. Celui-ci est l'un des principaux. Ces portes sont étanches et résistent aux attaques chimiques. Elles permettent de laisser les gaz toxiques à l'extérieur et de pouvoir faire rentrer de l'oxygène à l'intérieur. En cas d'attaque, la capitale peut abriter des semaines jusqu'à 900 000 personnes en autonomie totale. Mais pour éviter la panique, un protocole très strict a été mis en place avec un système de roulement qui assigne des tâches à chacun. Vous avez moins peur quand on vous donne quelque chose à faire. En fait, vous vous sentez plus en sécurité quand vous êtes impliqué et que vous participez aux tâches. Actuellement, les bunkers servent de lieu de détente, cafétéria ou encore terrain de sport. Mais en cas d'alerte, il ne faut que 6 heures pour transformer les lieux en abri. Il faut qu'on soit prêt si quelque chose se passe. Bien sûr, c'est avec des si, mais tout de même, de notre point de vue, personne ne peut nous garantir que la guerre n'arrivera pas en Finlande. Et Moscou a déjà lancé les hostilités. Direction Yudzeno, à 20 km de la frontière. Dans ce centre, des dizaines de migrants attendent leur régularisation. Fin 2023, en représailles à l'adhésion finlandaise à l'OTAN, Moscou a ouvert le passage à au moins 1300 demandeurs d'asile. Morad, un jeune Syrien de 22 ans, a profité de l'appel d'air. J'ai vu que c'était possible de passer sur YouTube, sur Facebook, mais c'était pas officiel. On a juste entendu que c'était légal de passer. C'était ni simple ni difficile, mais on a vu que c'était légal. Et même si ça avait été dur, les gens y seraient allés vu que c'était légal.
Face à cette situation, le gouvernement finlandais a décidé de se barricader jusqu'à nouvel ordre, en fermant ses 8 postes frontières avec la Russie. Le pays nordique redoute une nouvelle vague de chantage aux migrants au printemps. Il partage 1340 km de frontières avec la Russie. Europe de la défense, et s'il était temps, on en parle ce soir avec mes invités. Bonsoir Didier Loras. Bonsoir. Vous êtes journaliste en charge de la géopolitique, de la défense et du terrorisme à l'AFP à Paris. J'accueille à vos côtés Nicole Ngessotho. Bonsoir. Une des grandes connaisseuses de l'Europe de la défense, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. Emmanuel Dupuis, bonsoir. Un habitué de cette émission, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Vous êtes aussi enseignant en géopolitique. Et puis, bien sûr, Tam Tranui, qui m'accompagne jusqu'à la fin de cette émission. Avant de parler Europe de la défense, je voudrais quand même qu'on revienne un petit peu sur l'interview qu'Emmanuel Macron a accordée aux journaux de 20h de TF1 et France 2 ce soir. La parole du président de la République était très attendue depuis cette déclaration sur le fait qu'il n'excluait pas l'envoi de troupes en Ukraine, de troupes au sol. C'était une réponse à une question de journaliste, je le précise. Et puis sur l'absence de ces fameuses lignes rouges, ça c'est ce qu'il aurait dit au chef de parti qu'il recevait à l'Élysée la semaine dernière. Il s'en est expliqué, on l'écoute. Nous avons un objectif. La Russie ne peut pas et ne doit pas gagner cette guerre. Depuis 2 ans, nous avons aidé l'Ukraine. Et si les choses devaient dégénérer, ça ne serait une fois encore que la responsabilité de la Russie. Et donc nous, ça veut dire que si nous décidons aujourd'hui d'être faibles, si face à quelqu'un qui n'a pas de limites, face à quelqu'un qui a franchi toutes les limites qu'il nous avait données, nous lui disons naïvement, je n'irai pas plus loin que ceci ou que cela. À ce moment-là, nous décidons pas la paix. On décide déjà la défaite. Et vous décidez de le dire, qu'on peut envoyer. Et ça, c'est un geste très fort, de décider de dire on ira peut-être jusque-là. Et je l'assume parce que c'est le rôle du président de la République. Nicole Ngessotho, vous l'avez trouvé convaincant sur ce point-là? D'abord, j'ai trouvé que, contrairement à ce qu'il a dit, on n'a pas toujours soutenu l'Ukraine. Et une des difficultés du débat aujourd'hui, c'est qu'en 2014, quand la Russie prend une partie du Donbass et la Crimée, les Occidentaux, tous ensemble, Européens, Américains, on ne fait rien. Et donc, on avait une ligne rouge massive, énorme. Et donc, Poutine en a tiré la conclusion qu'il pouvait aller plus loin. Et donc, 8 ans après, il attaque l'Ukraine. On rappelle que François Hollande et Angela Merkel étaient ensuite partis tenter de négocier les fameux accords. Ce qui restera dans l'histoire, c'est qu'on n'a rien fait. Et donc, aujourd'hui, 10 ans après, le président, alors là, j'ai trouvé qu'il avait effectivement raison. On ne peut pas continuer à dire on ne fera rien si vous continuez, si vous allez plus loin en Moldavie ou si vous attaquez un pays balte. Personne en Occident, en Europe ou aux États-Unis ne peut dire, même Trump, à mon avis, ne le ferait pas, ne peut dire allez-y, on ne fera rien. Donc, il a pris, je crois, l'excès inverse de l'excès de 2014. Et donc oui, je trouve que sur le fond, il a raison. La difficulté, c'est qu'il n'explicite pas la stratégie. Enfin, lui, c'est pas seulement lui. Les Occidentaux n'explicitent pas leur stratégie. Il y a 2 stratégies. Il y en a une sur l'Ukraine, et là-dessus, on est tous d'accord. Il faut aider l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle gagne. Donc la question est, est-ce qu'on fait assez? Je ne crois pas. Et la deuxième... Qu'elle gagne, ça veut dire qu'elle récupère ses frontières? Non, on n'a jamais dit ça. D'accord, c'est une question que je vous pose. Les Ukrainiens disent les frontières d'avant 14. Oui. Nous, dans la mesure où on n'a rien fait en 14 sur la Crimée, je pense qu'on aurait du mal aujourd'hui à dire que la Crimée fait partie des frontières d'avant 14. Bon. Mais ça, c'est une stratégie sur laquelle tous les Européens sont d'accord. Il faut aider l'Ukraine jusqu'au bout. En revanche, la stratégie sur laquelle on est en désaccord et sur laquelle même le président ne s'exprime pas encore totalement, c'est quelle est notre stratégie vis-à-vis de la Russie. Et c'est pas la même chose. Et là, il y a un vrai débat, un vrai désaccord dans les Occidentaux. Il y a ceux qui disent il faut battre la Russie en Ukraine, voilà, qu'elle s'en aille, qu'elle rentre chez elle, un peu comme quand Saddam Hussein avait envahi le Koweït en 1991 et on l'avait ramené chez lui et basta. Ça, c'est l'option locale, si je vous le dis, la stratégie locale. Il faut que la Russie ait une défaite en Ukraine. Et puis, il y a ceux qui ont une stratégie beaucoup plus radicale, qui est de dire qu'il faut que la Russie ait une défaite totale. C'est-à-dire non seulement qu'elle perde en Ukraine, mais qu'elle soit écrasée, laminée,
et qu'elle soit incapable de faire quoi que ce soit pendant les 10 ou 15 ans à venir. Autrement dit... Faire tomber Vladimir Poutine ? Pas forcément, mais ne pas simplement vouloir la défaite en Ukraine, vouloir une défaite majeure, totale, militaire de la Russie. Et ça, là-dessus, il y a certains pays européens qui préfèrent cette hypothèse, notamment les pays baltes, les Polonais, on peut les comprendre. Mais pour le président de la République, je ne sais pas. Et je crois que ça peut être la suite du débat. Il est certain qu'il veut que l'Ukraine gagne, et je pense que tous les Européens sont d'accord. Ensuite, quelle est notre stratégie vis-à-vis de la Russie ? Est-ce que, pardonnez-moi l'expression, est-ce que c'est vraiment de l'écraser, terminer, on n'entend plus parler pendant 30 ans, ou est-ce que c'est de la sortir d'Ukraine et ensuite de réfléchir à une... Alors, le président a répété, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, nous ne mènerons pas d'offensive, nous ne prendrons pas d'initiative, a-t-il dit. Didier Laurasse, est-ce qu'on peut revenir juste quand même une seconde sur cette histoire, la fameuse histoire d'envoi de troupes au sol ou non ? On se souvient qu'Emmanuel Macron avait dit que dans l'absolu, en gros, il n'excluait rien et qu'il ne se fixait aucune limite. On sait que son ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, avait dit qu'il n'est pas question d'envoyer des troupes combattantes au sol, mais peut-être des gens de déminage ou pour la formation. Ce soir, est-ce qu'on y voit plus clair ? Est-ce que vous avez compris s'il y aurait des troupes ou pas, si on peut le dire, si on ne peut pas le dire ? J'ai pas l'impression qu'on voit beaucoup plus clair. Il y a une chose qui me semble-t-il est très claire, c'est que Macron n'a été suivi absolument par personne sur cette idée-là, que manifestement il n'y a absolument pas d'unanimité là-dessus. Par définition, à partir du moment où la France ou un autre pays, de facto membre de l'OTAN, envoie des troupes au sol, enfin, les conséquences géopolitiques sont absolument majeures. Ça ressemble un tout petit peu à une déclaration, pardonnez-moi, un peu à l'emporte-pièce. On ne sait pas, comme quand il avait parlé à Gaza de constituer une lutte anti-Hamas sur le modèle de la lutte lors de sa visite en islamique. Israël après les attentats du 7 octobre. Donc là c'est pareil, il est absolument pas suivi. Donc, les Tchèques, je crois, il a dit que les Tchèques étaient à peu près sur sa position. Oui, enfin bon, voilà, c'est pas, pas de sentiment négatif à l'égard des Tchèques, mais je veux dire, c'est pas, voilà, c'est tant que les Allemands, les Polonais, les Italiens, les grandes puissances militaires de l'Europe ne disent pas c'est une excellente idée, on viendra avec vous. Non, je pense que là aujourd'hui, objectivement, c'est pas du tout réaliste. Là on est dans une espèce de rêve, ou de déclaration comme ça qui me semble plutôt destinée à tomber dans l'oubli pendant un petit moment là. Emmanuel Dupuis, certains reprochent au président d'être sorti de l'ambiguïté stratégique. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que l'ambiguïté stratégique pour nos téléspectateurs et juste aussi rebondir sur ce que disait François Hollande. François Hollande lui disait, quand il a rencontré Emmanuel Macron à l'Élysée, après sur le perron de l'Élysée, il a dit « Ma position sur les questions militaires, c'est moins on en dit, mieux on agit ». C'est précisément ça, l'ambiguïté stratégique. Ne pas rentrer dans les détails. Alors le président a essayé de rattraper le coup, si je puis m'exprimer ainsi, quand il a été interrogé sur la manière dont il voyait la suite de l'initiative, notamment par rapport au soutien qu'un certain nombre de pays européens gratifient encore à la France. Je crois qu'il y a une grande différence, ça a été parfaitement résumé par les deux propos. On parle pas forcément de la même chose. Le président Macron évoque l'ambiguïté stratégique en précisant qu'il y a toute une série d'options possibles. Après tout, l'OTAN a été créée pour se préparer à défendre le territoire des pays qui en sont membres, désormais 32. Avec l'idée qu'il faille créer des coalitions, et là-dessus, il n'est pas rentré très en détail en mettant en avant cette capacité de pouvoir, le cas échéant, se doter de munitions dont ont besoin urgemment les Ukrainiens, que nous n'avons pas, pour une raison simple, c'est que nous n'avons pas le même calibre, nous n'utiliserons pas le même calibre. Nous utilisons du 155 mm, or les forces armées ukrainiennes utilisent en majorité du 142 et du 122. Qui sont des canons de l'ancien empire soviétique. De fabrication toujours, de fabrication soviétique, que fabriquent toujours, par exemple, des pays comme la Slovaquie ou la Bulgarie. Donc c'est peut-être là aussi l'ambiguïté stratégique. Mais vous avez vous-même rappelé que le président François Hollande disait qu'il en avait trop dit, ou laissé entendre qu'il en avait trop dit. Le président a parlé d'ambiguïté stratégique, et tout de suite après son mise à défense, a précisé ce dont il s'agissait, invalidant le concept. L'envoi de troupes, ce serait des démineurs, des formateurs, des experts en contre-cyberpropagande. Aujourd'hui, on en a aussi eu une précision supplémentaire avec la prise de parole du ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, à l'occasion du Paris Defense Strategy Forum, où il a précisé qu'il y aurait sans doute, de la part d'un certain nombre d'industriels, la mise à disposition
de techniciens pour réparer ce qu'on appelle la mise en condition opérationnelle, ou là, pour le coup, plus précisément, la réparation d'un certain nombre de véhicules, notamment la société Arcus, qui construit les véhicules de l'avant blindé que nous avons donnés en grande quantité. Donc, à force de dire au début ambiguïté stratégique, ça pouvait évidemment donner l'impression que l'on se préparait au pire. Je crois que c'est ce que j'ai décrypté dans la prise de parole du président, mais à force de la décrypter, à force de la détailler, on en invalide un petit peu le concept. Mais lorsqu'Emmanuel Macron a été questionné là-dessus, tout à l'heure, lors de son interview, il a dit moi, ce dont je parle, ce n'est pas de démineurs. Sébastien Lecornu parle de ce qui se passe maintenant, et moi, je parle d'autre chose, de quelque chose que je n'exclus pas. Mais qu'est-ce que ça pourrait être? Parce que, pour le coup, là-dessus, il ne nous a pas répondu. Alors, ça pourrait être la formation des militaires ukrainiens, que nous faisons déjà sur le territoire périphérique à l'Ukraine. Ça pourrait être des troupes non combattantes. De la réparation de matériel cassé. S'il s'agit de troupes combattantes... Moi, je n'ai pas compris ça du tout. Vous avez compris qu'on parlait d'autre chose encore. S'il s'agit de troupes combattantes, à ce moment-là, c'est un autre article qui a été voté à l'Assemblée, parce que là, pour le coup, c'est l'article 35. Non, mais en tout cas, si je puis me permettre, ça renvoie quand même à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand le président prend la parole, son ministre des Armées précise en guise de rectification, et derrière le président repasse en disant non, mais c'était pas ça, c'est moi qui ai raison. Mais donc, je crois que le ministre des Armées s'est trompé sur son président, me semble-t-il. Enfin, c'est grave. Non, c'est pas grave. C'est pour le moins étonnant. C'est de la communication politique. Moi, ce que j'ai compris dans le discours du président, c'est qu'il a fait la moitié du travail de dissuasion. La dissuasion, c'est deux choses. Vous devez faire peur à votre adversaire. Donc, il y a un objectif de crédibilité. Vous devez dire à votre adversaire, je suis prêt à aller jusqu'au bout, y compris d'envoyer des troupes au sol. Moi, je crois que ce que le président veut dire, là encore ce soir, c'est des troupes au sol. Mais la deuxième partie de la dissuasion, c'est que vous devez aussi avoir comme objectif, en même temps, de rassurer vos alliés et votre opinion. Et donc, ce que le président n'a jamais fait pour l'instant, c'est de mélanger la crédibilité militaire et l'acceptabilité politique. Son discours était uniquement destiné aux Russes, et il a oublié qu'il fallait aussi parler aux alliés. Qu'il avait une opinion, voilà. Qu'il avait des alliés. Et donc, c'est pour ça que là, ce soir, je pense qu'il a redit, parce qu'il s'adresse aux Russes, et il n'a pas tort totalement de s'adresser aux Russes, il a redit aux Russes, non, moi, ce que je veux dire, en disant je vais jusqu'au bout, c'est y compris les troupes au sol, et peut-être plus encore. Alors, moi, j'ai compris qu'il irait jusqu'au bout pour défendre les territoires de l'OTAN. Pas jusqu'au bout pour... Pas jusqu'à Moscou, vous voulez dire? Oui. Oui, non, mais ça, on est d'accord. Pas jusqu'à la frontière. On est d'accord. Il a bien précisé qu'il n'était pas en guerre contre la Russie. On est d'accord. En guerre contre le peuple russe. Bon, alors, et que viendrait le temps où il faudrait négocier avec la Russie, quel que soit son leadership. Alors, on va clôturer ce chapitre Emmanuel Macron avec vous, Tam. Vous êtes penché sur ce jeu dangereux, en fait, de personnaliser, d'une certaine manière, la guerre en Ukraine. C'est la question que vous êtes posée. Oui, c'est la question que je me suis posée après notamment les propos du général Vincent Desportes sur notre plateau de mardi. Il a dit « Ce n'est pas la guerre de Macron, mais la guerre qui peut attaquer l'Europe et les Français ». Et la gravité de la situation, cette dernière partie de sa phrase, elle a bien été soulignée par les sénateurs. Par exemple, hier, lors du débat sur le soutien de la France à l'Ukraine, voilà ce que certains ont dit. Nous devons nous hisser à la hauteur de l'histoire. Nous sommes entrés dans le tragique de l'histoire. Le moment de l'histoire est critique. Elle a été convoquée, l'histoire. Hier, la guerre en Ukraine nous plonge dans un moment de bascule historique, nous rappelle les heures sombres du passé et nous oblige à l'unité. Un enjeu donc qui nous dépasse tous, sauf un homme, Emmanuel Macron, qui a pris soin de se mettre en scène dans le soutien de la France à l'Ukraine depuis 2022. Son costume de chef de guerre a été analysé comme un atout pour sa réélection. Et dans le contexte des élections européennes, on a bien l'impression qu'il joue sur le même terrain. Un jeu dangereux car l'attitude du président de la République teinte d'arrière-pensée électorale, une cause qui est censée tous nous dépasser. Emmanuel Macron veut se grandir en incarnant cette cause. Le risque, c'est que cette cause soit rabaissée parce qu'elle est surpersonnalisée par le chef de l'État. Alors, on pourrait dire que cette personnalisation, c'est aussi le fait des institutions. Oui, car la politique étrangère et de défense, c'est le domaine réservé du président de la République. C'est l'expression consacrée. C'est la Constitution d'abord qui le dit, qui indique que le président de la République est garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire national. Et également, article 15, qu'il est le chef des armées. Mais aussi et surtout, il faut ajouter à cela le fait que le chef de l'État décide seul de l'emploi de la force nucléaire française. Et depuis le Brexit,
Brexit, depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la France est le seul pays de l'Union à disposer de la capacité nucléaire, ce qui lui donne un statut particulier en Europe. C'est ainsi d'ailleurs qu'Emmanuel Macron avait déclaré en janvier 2023 que la dissuasion, c'est un élément qui fait de la France un pays différent en Europe. Il en a encore reparlé tout à l'heure. Il a dit, grâce à cela, nous sommes mieux protégés. Entendre donc avec cela que nous sommes dans un pays avec un pouvoir supérieur aux autres, un argument de plus pour que la France et Emmanuel Macron jouent les premiers rôles dans la mobilisation occidentale contre la Russie, confère le sommet organisé le 26 février à l'Élysée et qui avait abouti à cette fameuse phrase dont nous parlons depuis le début de ce débat sur l'envoi de troupes occidentales en Ukraine qui n'est pas exclu. S'adresser directement aux Français, c'était d'ailleurs l'objectif principal de cette interview ce soir. Oui, les yeux dans les yeux, nous a dit ce matin Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement, sans doute pour éveiller une opinion publique passée en 2 ans du soutien enthousiaste à un appui teinté de lassitude, au passage aussi sans doute pour endosser ce costume de chef de guerre dans 2 grandes messes télévisuelles. On observe d'ailleurs dans cette séquence une répartition des rôles. Gabriel Attal a porté la voix du gouvernement dans l'hémicycle. Il a cogné au passage le Rassemblement national qui s'est abstenu. Mais c'était Emmanuel Macron qui doit incarner cette cause aux yeux des Français, histoire aussi sans doute de souligner sa métamorphose de celui qui ne voulait pas humilier la Russie à celui qui met désormais la pression sur la Russie, histoire aussi de donner lui aussi sa lecture des votes de cette semaine. Il a dit tout à l'heure que s'abstenir ou voter contre, ce n'est pas choisir la paix, mais c'est choisir la défaite. Merci Tam. On va parler maintenant de défense européenne, ou plutôt d'Europe de la défense. D'ailleurs, les deux notions n'ont pas tout à fait forcément le même sens. Et on va essayer d'être clair pour le téléspectateur. D'abord, Nicole Guillet-Soto, quand on parle d'Europe de la défense, de quoi on parle au juste? Est-ce qu'on parle d'une armée commune? Est-ce qu'on parle d'une interopérabilité, comme on dit? Est-ce qu'on parle d'un commandement commun? Est-ce qu'on parle d'un budget commun? Ça dépend quand on se place, parce que la façon dont on en parle aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'on entendait par là il y a un mois. Oui. J'allais dire hier, du temps de la CED. Ah oui, il y a un mois, ça change. Il y a à peu près, disons, 1 mois ou 2 mois, enfin je ne suis pas... L'Europe de la défense, c'était une politique de l'Union européenne dont l'objectif était non pas de défendre les Européens, mais qui était d'aller gérer les crises des autres. Donc ce qu'on appelait l'Europe de la défense n'était qu'une politique commune d'intervention extérieure. Voilà. Et on a fait, exemple le Sahel. Voilà, on a fait une 30aine d'opérations ensemble depuis 2003, donc depuis le début de cette politique. Et ça, c'était le sens de l'Europe de la défense. Donc le terme était très très mal choisi en français, mais c'était ça. C'était une politique commune d'intervention extérieure, civile et militaire. Mais depuis 1 ou 2 mois, depuis que l'on sent 2 catastrophes arriver, c'est-à-dire que peut-être les Russes pourraient gagner, ou en tout cas les Russes ne sont pas aussi faibles que ce qu'on en avait cru l'année dernière, et que peut-être Trump pourrait être élu et que Trump remettrait en cause la garantie nucléaire américaine sur les pays de l'OTAN, depuis ces 2 catastrophes possibles, l'Europe de la défense aujourd'hui prend un sens beaucoup plus concret, beaucoup plus opérationnel, qui est de dire « mais si les Russes gagnent et que Trump nous lâche », il faut que les Européens aient un instrument militaire à eux, crédible, opérationnel, efficace. Et donc, depuis quelques mois, j'ai dit 1 mois pour exagérer, mais depuis quelques mois, le sens est totalement différent. Maintenant, on parle d'Europe de la défense pour défendre l'Europe. Et d'ailleurs, plus personne n'a la moindre envie d'aller gérer les crises des autres. C'est terminé. Vous trouverez peu de gens, je crois, qui aient envie d'aller faire des opérations extérieures. L'objectif, c'est de trouver une façon de s'organiser, notamment sur le plan industriel, mais pas seulement, pour défendre l'Europe si besoin est, tout en n'allant pas trop loin quand même dans l'Europe de la défense, parce que si on devient géniaux en 6 mois, eh bien on va encourager ce qu'on redoute le plus, c'est-à-dire le départ des Américains. Donc on est dans cette ambiguïté. On va parler des Américains tout à l'heure. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui et à quoi ça pourrait ressembler l'Europe de la défense? Emmanuel Macron a fait allusion, par exemple, à un document, la fameuse boussole stratégique qui a été adoptée en 2022. On était quasiment présenté avant la guerre en Ukraine et puis adopté juste après. Non, mais c'est surtout des vœux pieux, non, cette boussole stratégique? Alors, pardon d'être un peu direct, mais je pense qu'il faut informer les gens qui nous écoutent. Enfin, pour moi, l'Europe de la défense,
où la défense européenne, c'est le mouton à 5 pattes. On en parle tout le temps, on ne le voit jamais. Il n'y a pas d'armée constituée, rassemblée dans des mêmes lieux, qui sont habitués à travailler ensemble sous un état-major commun, avec quelqu'un qui, à un moment, peut prendre le lead et dire on va faire ci ou ça. Enfin, c'est pas l'OTAN. C'est pas. Alors, les armées sont habituées à travailler les unes avec les autres. Les Français travaillent très bien avec les Italiens, avec les Grecs, avec les Allemands. Elles s'entraînent parfois ensemble. Voilà, elles s'entraînent ensemble. Il y a des méthodes communes, il y a un vrai effort pour essayer de se connaître, mais concrètement, il n'y a pas de structure de défense telle qu'on pourrait appeler une armée qui soit capable de défendre le continent comme vous venez de le décrire. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça veut dire que tout est à faire. Tout est à faire. Il y a des troupes quand même, hein, on peut le rappeler. Il y a quand même. On va pas le faire en 6 mois. 150 000 militaires. Il y a 200 000 à peu près en France. Il y en a 184 000 en Allemagne. Il y en a 170 000 en Italie. Encore une fois, vous en parliez il y a quelques secondes. Moi, j'aurais peut-être pas dit 1 mois ou 2 mois, mais en tout cas, il y a 4 ans, rien qu'en France, il y a 4 ans, l'obsession, c'est la lutte anti-djihadiste au Sahel, où on essaye péniblement de faire partager le fardeau à nos confrères européens, et on fait venir des forces spéciales lituaniennes, on fait venir quelques Italiens, quelques Allemands, et la grande question, c'est la guerre asymétrique contre les djihadistes au Sahel. Quelques coups d'État plus tard, pardonnez-moi, on s'est fait virer du Sahel, on n'est plus au Sahel, la question, c'est plus la guerre asymétrique, c'est le conflit de haute intensité, armée contre armée. Aujourd'hui, s'il n'y a pas l'OTAN, l'Europe est en panique totale. Enfin... Alors, Emmanuel Dupuy, est-ce qu'elle est inévitable, cette Europe de la défense, compte tenu du changement de contexte, compte tenu de ce qu'on vient de dire, du possible désengagement des États-Unis, de l'agressivité russe, ou est-ce que ça va rester un serpent de mer parce que c'est pour vous infaisable? Bon, ça dépend de l'endroit où on se situe. Il y a 77% des Européens, quand ils sont interrogés, veulent davantage de mutualisation, d'interopérabilité, la construction de matériel militaire construit et pensé ensemble. Vous dire quand on est espagnol ou estonien, c'est pas tout à fait la même histoire? Alors ça dépend évidemment quand vous dites où on se situe, c'est du degré de dangerosité auquel on fait face. Et ça dépend aussi de la proximité, de l'altérité stratégique qu'on a en face de soi. C'est vrai que nos amis finlandais qui partagent 1200 km de frontières avec la Russie, ou les 3 États baltes plus la Pologne par rapport à l'enclave de Kaliningrad, ont des préoccupations immédiates qui ne sont pas forcément celles des Portugais, des Espagnols, des Grecs, des Maltais ou des Chypriotes. Toujours rappeler que, vous l'avez dit, on peut agglomérer l'ensemble des forces armées des pays européens, et là, pour le coup, on a une densité forte, mais qui appartient à la fois à l'OTAN et à l'Union européenne, puisque 23 pays européens appartiennent à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Donc je crois que l'Europe de la défense, c'est évidemment une façon de concevoir autre chose, une capacité de se penser en autonomie. Donc se penser en autonomie, c'est pas forcément vis-à-vis de Moscou seulement. Ça veut dire vis-à-vis de l'OTAN, c'est surtout vis-à-vis des Américains. Je vous rappelle que 75% du matériel militaire qui arme et qui dote les armées européennes auxquelles vous faites référence sont achetés en dehors de l'Union européenne, dont 63% sont achetés aux États-Unis. Donc l'Europe de la défense, en tout cas dans la perception, je crois, que tout citoyen perçoit, c'est d'avoir du matériel européen qui vienne armer ou qui viennent équiper des armées européennes. C'est juste de la fourniture de matériel? C'est de la production? C'est aussi une capacité de commander ensemble, vous l'avez mentionné. Il y a bien un comité militaire de l'OTAN. Il n'y a pour l'instant pas encore, mais on va y venir, un quartier général qui vienne fédérer l'ensemble des missions extérieures, qui sont des missions civilo-militaires. Il y a 3500 militaires européens qui agissent avec un drapeau européen dans le cadre donc de la PSDC, la politique de sécurité et de défense commune. Mais tout ça est très très récent. Hein. Mais je pousse votre raisonnement, allons jusqu'au bout. Si on fait l'Europe de la défense, on quitte l'OTAN? Ou on peut rester dans les deux? Non, je pense qu'il n'est pas question de ça. Certains s'en inquiètent. Certains pays disent on est quand même plus rassurés sous le parapluie américain que... Je pense qu'il n'est absolument pas question de quitter l'OTAN, parce que de toute façon, l'Europe serait absolument pas prête. Mais je voudrais juste rebondir sur ce que disait Emmanuel Dupuy, quand même, sur la question notamment de l'armement et de la fourniture d'armement. Là encore, je pense que l'objectif est sincère, mais rien que là-dessus, le couple franco-allemand est en train de s'écharper sur l'avion du futur, le char du futur. Dès qu'on commence à faire travailler les Européens ensemble, et j'ai envie de dire c'est normal,
Il n'y a rien d'illogique à ça. Mais il y a des cultures militaires différentes, il y a des objectifs différents, il y a évidemment des problèmes de budget, il y a des problèmes entre industriels. Les deux projets sont en retard, vont coûter plus cher que prévu, et encore faudrait-il qu'ils voient le jour. Alors, vous me fournissez une transition toute trouvée sur cette espèce de divorce, ou en tout cas de désaccord sur la vision même de l'Europe de la défense entre la France et l'Allemagne. On va en parler et faire le point avec Audrey Vuettaz, que j'accueille de nouveau sur ce plateau. Audrey, rebonsoir. Alors l'avenir de la défense européenne, on vient de le dire, a quand même un gros handicap. C'est ce couple franco-allemand qui bat de l'aile. Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont lancé une opération rabibochage. Oui, c'est demain à Berlin, en présence de Donald Tusk, le Premier ministre polonais. Et entre-temps, le chancelier allemand a fait une vraie déclaration d'amitié au chef de l'État français. Écoutez, c'était hier. Emmanuel Macron et moi avons une très bonne relation personnelle. Je dirais que c'est très amical entre nous deux. Nous parlons de beaucoup de choses, y compris de choses qui n'ont rien à voir avec notre politique actuelle. L'objectif, c'est d'afficher que tout va bien car les regards sont braqués sur eux. Et pour cause, le couple franco-allemand, c'est un duo moteur dans l'histoire de la construction européenne. Oui, mais voilà, la guerre en Ukraine a exacerbé les divergences entre les deux hommes, notamment en ce qui concerne la défense européenne. Si on prend l'armement, le président français l'appelle de ses voeux depuis plusieurs années. Il faut dire que la France, c'est 4000 entreprises qui travaillent dans le secteur de la défense. Mais ces appels restent lettre morte du côté d'Olaf Scholz, qui regarde plutôt du côté de l'OTAN et des États-Unis. Pourtant, on aurait pu y croire en 2022. Oui, quelques jours après l'invasion massive de l'Ukraine par Vladimir Poutine, Olaf Scholz annonce un changement de doctrine pour l'Allemagne. Il décide d'investir dans la défense de son pays. Alors la France voit ça d'un très bon œil avant de découvrir que le chancelier allemand vient de commander des F-35, des avions américains. L'histoire se répète à l'automne. L'Allemagne propose un projet de bouclier de défense antimissile européen. Problème, elle compte se fournir auprès d'industriels américains et israéliens qui ont déjà fait leurs preuves des produits. Rien d'européen alors que la France et l'Italie développaient de leur côté un système commun. Et puis, dernier épisode en date qui a montré les divergences entre Paris et Berlin, vous l'avez évoqué, c'est cette sortie d'Emmanuel Macron sur le soutien sans limite à l'Ukraine qui laisse entendre qu'un envoi de troupes terrestres n'est pas exclu. Réponse cinglante dans la foulée du chancelier allemand. Écoutez. Il n'y aura aucune troupe au sol, aucun soldat envoyé ni par les États européens, ni par les États de l'OTAN sur le sol ukrainien. Vous le voyez, c'est un couple qui ne regarde pas dans la même direction. La défense européenne semble en tout cas mal engagée s'il fallait l'enclencher. Ce qui me permet de rappeler qu'en 1992, un projet d'armée européenne avait été envisagé. Mais là encore, ça avait bloqué en raison de divergences entre l'Allemagne et la France, notamment sur la Yougoslavie. Alors est-ce que l'histoire se répète? Il faudra le vérifier. Merci beaucoup Audrey. Emmanuel Dupuis, pourquoi un certain nombre d'Européens vont se fournir chez les Américains plutôt qu'auprès d'industriels de l'armement européen? Est-ce que c'est parce qu'on leur tord le bras à Washington? Alors, il y a un petit peu de ça. Les industriels américains sont assez actifs sur le continent européen, mais tout simplement parce qu'il y a une habitude de la part d'un certain nombre de pays de se procurer ces armements auprès des industriels américains. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, ça a été évoqué, l'interopérabilité est une nouveauté, en tout cas. Alors on cette explique perspective, c'est que le matériel puisse d'avoir une harmonisation, travailler ensemble, voilà. D'avoir une harmonisation au niveau européen, un avion européen, puisqu'on en a quand même actuellement 4, avec le Gripen suédois, des véhicules blindés en capacité de fonctionner ensemble. On sait qu'il y a une concurrence industrielle, en tout cas, entre les Léopards et les Challenger britanniques. Et puis, évidemment, des moyens militaires, des moyens financiers, qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément au rendez-vous. L'Union européenne a décidé de consacrer un fonds européen de défense de 100 milliards d'euros pour préparer donc, une vraie économie de défense, une économie de guerre européenne, au-delà d'une économie de guerre des 27 pays de l'Union européenne. On sait par exemple, et on l'a pu le constater sur l'Ukraine, la difficulté à mobiliser le fonds européen, donc de la Facilité européenne pour la paix, qui est doté de 5,6 milliards d'euros. Joseph Borrell, le haut représentant, n'a pas réussi à faire voter les 20 milliards qu'il escomptait
pour pouvoir, évidemment, continuer à fournir l'aide militaire dont l'Ukraine aura besoin. Si les États-Unis ne fournissent plus cette aide militaire, nous devons multiplier par 2 notre aide à l'Ukraine dans les prochaines années. Donc il y a effectivement des différences d'approche. Je dirais qu'Emmanuel Macron n'est pas forcément seul. Vous avez mentionné Peter Pavel, le président tchèque qu'il a rencontré, mais il y a de fortes oppositions. L'Italie, l'Allemagne, et notamment les États-Unis, qui ne sont pas prêtes également à ce que les troupes de l'OTAN et les troupes européennes aux appartenant à l'OTAN soient déployées en Ukraine. Nicole Niessotto, est-ce que la première brique de l'Europe de la défense, c'est pas de booster justement notre industrie de l'armement? On sait que Thierry Breton essaye de faire des propositions avec un gros effort de financement public, en tout cas pour enclencher tout un mécanisme. Est-ce qu'il faut par exemple instaurer une forme de préférence européenne pour l'armement? Mais moi, je voudrais dire quand même que faire une politique de défense commune, c'est pas la même chose que de faire une politique industrielle commune. Une défense commune, c'est un pacte pour mourir ensemble. On ne fabrique pas des chaussures, et même si on fabrique des armements, c'est pour mourir ensemble. Donc, c'est quand même quelque chose de très spécifique. Or, depuis 75 ans, depuis la création de l'OTAN en 1949, les Européens ont signé un pacte pour mourir ensemble sous commandement américain. Et ils ont confiance dans les États-Unis. Et donc, chaque fois que les Français, depuis De Gaulle, avec les plans Fouché, arrivent en disant on va faire une défense européenne, nos partenaires nous regardent en disant mais soit ils sont fous, soit ils veulent détruire l'OTAN. Et ça, c'est la culture stratégique de nos partenaires. Nous, on ne la partage pas, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont idiots. Et donc le fait que les Européens achètent américain, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas l'Europe, c'est parce que acheter du matériel militaire américain, c'est acheter un peu plus de garanties américaines sur leur défense. Donc, encore une fois, tout cela est historique, ça fait partie non pas de la culture, mais de la politique de défense de nos partenaires européens. Nous, on a la dissuasion nucléaire et on a toujours pensé qu'il y avait un doute sur la garantie américaine en Europe. C'est pour ça que De Gaulle a construit la dissuasion. On est d'ailleurs les seuls, il faut le repréciser à nos téléspectateurs, dans l'Union. Tous les autres ont confiance dans les États-Unis. Bon, très bien. Donc ça, c'est le premier point. Pourquoi ils n'achètent pas européens ? Et Dieu sait que Breton a raison, il se bat comme un diable pour essayer de faire valoir la préférence européenne, mais nos partenaires ne veulent pas. Parce que, comme vous l'avez dit, ils ont l'habitude, etc., ils connaissent les matériels, ils les ont achetés depuis des années, mais parce qu'ils veulent garder l'Amérique comme défenseur de l'Europe. Jusqu'à ce qu'en 2024, il puisse arriver cet événement que personne ne souhaite, et que même tous les Européens redoutent, qui serait de nouveau la victoire de Donald Trump. Et là, on voit depuis quelques mois que même les plus atlantistes des Européens, comme les pays baltes, les Finlandais, et même les Allemands, même les plus atlantistes des Européens se disent il faut qu'on fasse quelque chose en matière de défense européenne. Alors, comme c'est politiquement très délicat puisqu'on touche à l'OTAN, on essaye de le faire par les briques industrielles. Donc on s'est dit on va commencer par faire une Europe de la défense par l'industrie, ce qui n'est quand même pas nouveau, ça fait 30 ans qu'il y a une coopération européenne en matière de défense. Et donc, l'industrie de défense aujourd'hui est considérée comme le premier pas d'une Europe de la défense à venir. Moi, je crois que c'est très très bien de faire de la politique industrielle de défense, mais il y a quand même un plafond de verre entre l'industrie et la politique. Si les États ne veulent pas aller plus loin, les industriels ont beau faire des armements communs, ça ne mettra pas une politique de défense commune. Donc, voilà, on en est là. Quant aux Allemands, si je puis me permettre un mot sur la crise franco-allemande, il y a une vraie crise, effectivement, franco-allemande, mais elle n'est pas nouvelle. Et d'ailleurs, pourquoi le couple franco-allemand a tellement d'importance ? Parce qu'on n'est jamais d'accord sur rien. Et quand on arrive à se mettre d'accord, les autres se disent, bon, bah, si les Français et les Allemands sont d'accord, c'est quand même, il y a une chance pour qu'on puisse trouver un compromis. Mais il faut bien voir ce que les Allemands sont devenus depuis 2 ans, depuis la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, c'est une catastrophe pour l'Allemagne. Elle avait pendant 70 ans reconstruit une identité d'un pays pacifiste. Il faut tout d'un coup qu'elle devienne militariste. Elle avait construit une très bonne relation avec la Russie. Madame Merkel était la meilleure amie de tous les dirigeants soviétiques. Et Gerhard Schröder, son prédécesseur aussi. Il faut qu'elle devienne anti-russe. Et elle avait construit depuis 70 ans sa politique, son identité sur la dévolution à l'OTAN et aux États-Unis de 100% de sa défense. C'est pour ça que la Bundeswehr était absolument nulle, parce qu'il
pensaient ne jamais en avoir besoin. Et tout d'un coup, on leur dit il faut faire de la lutte de combat de haute intensité, il faut dépenser 100 milliards pour la défense. Les Allemands sont complètement chamboulés, bouleversés. Et donc, du coup, le fait qu'ils ne soient pas, je termine, totalement d'accord avec les projets français, je trouve que devrait amener à un peu plus d'indulgence de la part de la France, plutôt que ces critiques sans arrêt sur des Allemands qui seraient lâches, incapables de penser européen. Ce qui arrive à l'Allemagne aujourd'hui est historique. C'est un pays qui ne peut plus être ce qu'il a été pendant 70 ans et qui n'a pas le droit de revenir la puissance militariste qu'il était avant. C'est vrai. Didier Loras, est-ce que nous-mêmes, la France, on n'est pas un peu hypocrite? Est-ce que vous pensez qu'on serait prêt à faire à abandonner cette souveraineté de défense nationale pour la transférer à un niveau au-dessus européen? Si on a des riches. C'est ce que j'allais dire. Tant qu'on garde le lead, tout va bien. Oui, c'est ça. Mais si c'est pour que ça soit une présidence tournante, imaginez le chef d'état-major, Thierry Burkhardt, qui à un moment doit se trouver sous l'autorité d'un général 4 étoiles polonais. Partager l'arme nucléaire avec le reste de l'Europe. Non, mais là, je pense qu'on est quand même, dans quelque chose qui, à ce stade, est assez fantasmatique. Mais pour revenir sur ce que vous venez d'évoquer sur l'Allemagne, je pense que, à cet égard, toute l'Europe, enfin toute l'Union européenne est dans ce chamboulement. On avait aussi cette espèce de biais cognitif, il y a encore 5 ans, que la démocratie allait triompher, que le capitalisme allait finir par, bon an, mal an, assurer une certaine prospérité, et que la guerre était derrière nous, et que justement le couple franco-allemand, au-delà de ces disputes, assurait le fait qu'il n'y aurait plus de guerre en Europe. Et là, tout d'un coup, toutes ces certitudes tombent par terre et on recommence à zéro. Et donc je pense que c'est, au-delà de l'Allemagne, je pense que c'est toute l'Union européenne qui est en train de se dire mais qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qu'on fait? Et effectivement, une Europe de la défense, ils ne seront pas prêts à la prise de fonction de Donald Trump si c'est lui qui arrive au pouvoir. Justement, Emmanuel Dupuy, Donald Trump, c'est lui qui a déclaré début février que pour les États européens qui ne cotiseraient pas, qui ne paieraient pas leur cotisation à l'OTAN, il appellerait les Russes à faire ce qu'ils veulent C'est une rodomontade ou c'est un vrai risque? C'est un petit peu trompé, parce qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de consacrer 2% de son PIB à la défense nationale, qui contribue au renforcement du pilier défensif de l'OTAN, notamment dans le front La France oriental. est à 1,9%. Elle a quasiment atteint les 2%. Mais c'est un changement géopolitique majeur. Mais alors, ce qui est intéressant, tout à l'heure j'écoutais ce que disait Nicolas Soto, tous les Allemands ne sont pas sur la même position. Hein. Le chef de la CDU est en train de dire que l'actuel chancelier est un peu fébrile et devrait en faire davantage. Alors, pour répondre à votre question... en un mot, vous entendez la musique, hélas. En un mot, je crois qu'il y a actuellement une pression très forte pour que les Européens eux-mêmes aillent beaucoup plus loin que les 2%. Le président polonais, aujourd'hui même, a dit plus de 3% du PIB, et sans doute un peu plus. La Pologne consacre déjà 4% de son PIB à la question des contrats. Eh bien, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Alors, je rappelle, pour ceux qui auraient manqué le grand débat des Européennes, les meilleurs moments sont disponibles sur publicsena.fr, que vous pouvez le voir en replay. Et puis que vous le verrez, il sera rediffusé samedi à 17h30 et 21h. Et demain, nous restons européens demain matin, puisque c'est Enrico Letta, l'ancien président du Conseil italien, qui sera l'invité de la matinale. Merci à tous.